Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Canal Académie et à l'émission Un jour dans l'histoire. Je reçois aujourd'hui Gabriel Debreuil. Gabriel Debreuil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la 3e fois que je vous reçois à ce micro. Nous avions évoqué ensemble l'entente cordiale il y a bien longtemps. Parfaitement. Nous avons aussi parlé de cette personnalité fascinante qu'est François Guizot. Et nous allons rester sur cette époque de la monarchie de Juillet, puisque vous venez de publier une monographie sur le sujet aux éditions Fayard, donc la monarchie de Juillet, tout simplement 1830-1848. Vous êtes membre de l'Institut, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, et enfin chancelier de l'Institut de France. Alors Gabriel Debreuil, vous démarrez votre ouvrage par une réflexion qui me semble très importante sur l'historiographie. On ne fait pas assez de réflexion sur l'historiographie. Vous en faites une pour démarrer cet ouvrage et pour présenter au fond ce régime et la justification de ce régime. Vous commencez votre ouvrage par une réflexion sur le fatalisme historique et au fond la linéarité de l'histoire. Il n'existe pas, dites-vous, de déterminisme en histoire. Oui, je le crois profondément, très largement. Et je l'applique. Cette croyance, je l'applique à la tranche de temps, la période de la monarchie de Juillet, parce que elle est mal connue, elle est mal jugée, et surtout, elle est jugée de manière rétrospective, en ayant en présent à l'esprit son échec, et toute la vue que, généralement, l'opinion française a conservée de la monarchie de Juillet est rétrospective, c'est-à-dire qu'il y a eu l'échec et donc c'est un régime qui n'a pas marché. Alors moi je veux lutter contre cette perspective et en effet j'adopte un point de vue de développement, les origines, les causes, les origines, les virtualités, toutes les virtualités qui existent dans les origines de 1830. Il y avait plusieurs orientations ont été essayées. Et puis, les choses se sont développées. C'est une période de transformation profonde, de tout point de vue, politique et parlementaire, mais aussi dans le domaine des idées, des arts, des lettres, de la littérature, le romantisme, économique, urbanistique, touristique, social. Enfin, c'est une grande période de transformation. Alors, nous allons bien évidemment y revenir. Je reste quand même encore quelques minutes sur cette vision historiographique. Vous dites qu'on a, au fond, une vision de l'histoire qui est un peu anthropomorphique. Vous le disiez d'ailleurs. On voit les origines, on voit le déroulement, et puis la mort d'un régime. Or, il y a une grande place dans l'histoire à l'indéterminé. Ce sont les possibilités que vous évoquiez. Le hasard. Oui, c'est ça. Il y a à la fois le hasard et aussi l'action des hommes politiques. La conjugaison des forces à l'œuvre, qui peuvent donner des résultats tout à fait imprévus. On ne sait pas. Et dans ces forces à l'œuvre, il peut y avoir de tout petits incidents qui ont des conséquences graves, imprévues, et qui orientent les choses, ou la conjugaison des forces de manière différente. C'est un perpétuel devenir, l'histoire, n'est-ce pas ? Il y a le hasard, mais il y a aussi le mouvement des forces, une dynamique en quelque sorte. Alors, j'en viens à notre sujet, peut-être une question généraliste. Prenons en vision donc tout ce 19e siècle. La monarchie de Juillet est en quelque sorte engoncée entre cette légende napoléonienne, glorieuse, Napoléon Ier, voilà, et Napoléon III, qui d'ailleurs revient au pouvoir grâce notamment à cette légende napoléonienne et cette gloire. Et la monarchie de Juillet apparaît comme un régime monotone. C'est un régime sans guerre. Voilà. Est-ce à dire que, au fond, les Français préfèrent la guerre à la paix ? Ça a été un thème constant sous la monarchie de Juillet, n'est-ce pas ? La monarchie de Juillet a restauré les 3 couleurs. Et il s'est produit en juillet 1830 un événement vraiment considérable, une libération de la société, un mouvement social profond. Et ce mouvement social, il était inspiré notamment par les grands souvenirs, il faut le dire, de la Révolution et de l'Empire.
la France vivait encore de sa légende impériale et des grandes journées révolutionnaires, et l'esprit a ressurgi à cette époque-là. 1830 est plein de ces virtualités-là, c'est-à-dire une révolution. C'est une révolution, c'est pas des barricades, mais enfin une révolution. Et en même temps, l'éclosion de la liberté. Le retour aux traditions, à toutes les traditions nationales, mais en particulier l'Empire, la gloire, la légende, les trois couleurs, et puis un régime progressiste en même temps. Donc un moment de l'histoire, 1830. Alors, vous utilisez le mot de révolution. Ce n'est pas encore une révolution socialiste telle qu'on la concevra au XXe siècle. C'est plutôt une révolution bourgeoise. Oui, c'est pas du tout une révolution de contestation, de pauvreté, de revendication. Et le socialisme n'est pas encore formulé, n'est-ce pas? Il est bien entendu présent dans certains esprits, mais il se formulera d'ailleurs au cours de la monarchie de Juillet, assez lentement, pour avoir vraiment sa vraie formulation en 1848. Mais pour le moment, ce n'est pas cela en 1830. C'est une révolution dans les esprits. Et en même temps, elle est sociale, bien entendu. Alors, elle est sociale, c'est la bourgeoisie, les classes moyennes, qui veulent prendre les rênes du pouvoir parce qu'elles s'estiment capables, parce que c'est la continuation de la révolution de 1789, 90, 91. Alors, il y a une révolution confisquée qui est à reprendre pour que la société française soit gouvernée par la classe moyenne, par les milieux qui finalement agissent et contribuent à l'enrichissement de la France pendant cette période, et que cette bourgeoisie le fasse de manière éclairée, tolérante, progressiste, avec un peu d'influence de l'Angleterre pour orienter les choix politiques, les choix de régime parlementaire, et des essais, des tentatives de liberté de la presse, quelques libertés pas encore complètes, mais enfin tout de même, la société commence à bouger. Alors, il y a Louis-Philippe donc, qui arrive au pouvoir. On est surpris par, au fond, cette précipitation des événements dans la fondation du régime. Mais il y a une précipitation fruit de la Révolution, mais la Révolution s'arrête quasiment tout de suite. Il y a une maîtrise de cette Révolution, ce qui n'était pas le cas, au fond, en 1792, 1793. Voilà, c'est à la fois une journée parisienne, oui, comme on a bien l'habitude, n'est-ce pas? L'histoire de France au 19e siècle est rythmée par des journées, la journée, mais qui sont des journées exclusivement parisiennes. La France n'a pas bougé. Et l'esprit de certains, c'était la reprise de la succession des journées révolutionnaires qui pouvaient aboutir à je ne sais quoi, la société se mettant en feu, n'est-ce pas? Et l'expérience a fait que tous ceux qui étaient aux commandes ont voulu éviter le retour des violences. Et en même temps, la bourgeoisie n'avait pas envie d'entreprendre de nouvelles périodes de troubles et de contestation. Et donc, dans cette éclosion de Juillet, il y a une force révolutionnaire qui est très vite captée, dérivée, et par une transformation qu'on l'a calculée en 3 jours, les 3 Glorieuses. En réalité, ça a pris un peu plus de temps que ça, une dizaine de jours. Mais en une dizaine de jours, le mouvement qui pouvait déclencher une vraie révolution sociale a été dérivé vers une substitution dynastique, à l'exemple anglais, vers une monarchie parlementaire et libérale et progressiste et de la bourgeoisie. Alors, il y a un débat que vous présentez avec une subtilité de langue. Je vous cite, durant les premiers jours d'août, un débat fiévreux agite le microcosme politique sous forme d'une alternative formulée dès l'origine en ces termes. Le duc d'Orléans doit-il régner parce que Bourbon ou au contraire, quoique Bourbon? Ce qui pose, au fond, la question de la rupture. Est-ce que la monarchie de Juillet est une rupture? Oui, toute la difficulté de l'origine est là. C'est en germe, il y a différentes orientations. D'abord, il y a eu le danger républicain. Et pour écarter le danger républicain, les esprits, disons, raisonnables et qui avaient préparé le mouvement ont cherché à présenter la candidature de Louis-Philippe. Louis-Philippe parce que Louis-Philippe, duc d'Orléans, général de la Révolution, à Valmy, à Jemappes, n'est-ce pas, c'est pas rien, les 3 couleurs, un prince ayant combattu sous les 3 couleurs pendant la Révolution.
Mais en même temps, il est le premier prince du sang. Il est un personnage considérable dans la monarchie légitime. Cadet, certes, mais enfin, il est Bourbon. Et alors, on fait appel à lui. Est-ce que c'est parce que Bourbon, pour qu'il n'y ait pas de révolution, ou est-ce que c'est quoique Bourbon, parce que c'est un personnage qui incarne peut-être l'avenir, une autre orientation, bien qu'il soit en effet de cette... Alors, dans ce débat sémantique, mais tout à fait révélateur, il y a à peser beaucoup les mauvais souvenirs de la Restauration, n'est-ce pas? Si ce débat existe, c'est que la France veut sortir de l'orientation rétrograde de la Restauration sous le règne de Charles X. C'est un rejet complet du côté rétrograde du règne de Charles X. Alors, la légalité semble prévaloir, et d'ailleurs, ce mot de légalité est très important pour Louis-Philippe jusqu'au dernier moment, puisqu'au moment de l'abdication, il dira de mémoire, j'ai toujours respecté la légalité. Donc, on est plus finalement dans le progressisme que dans le conservatisme, même si la révolution est contenue précisément par ces forces conservatrices. Oui. Disons tout de même qu'il y a un autre débat qui sera récurrent pendant toute la période, c'est celui de l'usurpation. Y a-t-il eu usurpation ou pas? Y a-t-il eu succession légitime ou pas? Les choses sont très floues, le débat ne sera jamais complètement tranché. J'essaye d'éclairer les choses en disant, s'il y a usurpation, en quoi consiste-t-elle? Et j'indique en quoi elle consiste. Il y a eu tout de même usurpation. Il y a eu usurpation parce que Charles X, le dernier roi, avait nommé Louis-Philippe d'Orléans lieutenant général du royaume, ce qui veut dire garder le royaume pour moi ou pour mes successeurs, et que, étant nommé lieutenant général du royaume par le roi, il est en même temps nommé lieutenant général du royaume par l'Assemblée, et qu'il a pris cette seconde nomination comme la bonne. Alors, nous étions sur le débat de savoir s'il y avait une rupture ou non. Il y a en fait une question qui est assez emblématique d'une société, au fond, qui est en mutation. C'est la question religieuse. Vous l'abordez, le pouvoir, alors que le pouvoir monarchique était associé à la religion catholique, il s'en sépare. Oui, c'est un des points qui éclaire beaucoup ce que c'est que la monarchie de Juillet. L'éclosion de 1830, qui était un vrai mouvement d'idées, a fait ressurgir l'anticléricalisme. Ça a été un mouvement d'anticléricalisme, qui s'explique d'ailleurs à cause du caractère trop clérical de la Restauration, du règne de Charles X, à cause peut-être d'excès d'autorité de la part du clergé, du haut clergé catholique, pendant la Restauration. Et donc, dans l'esprit républicain, il y a l'anticléricalisme, qui s'est manifesté de manière très vive, très violente même, avec des manifestations, le sac de l'archevêché, le sac de Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est-à-dire la foule envahissait Saint-Germain-l'Auxerrois et cassait tout. C'est une vraie manifestation d'anticléricalisme. Et puis, Louis-Philippe, très sagement, mais très progressivement, c'est là que les forces à l'œuvre, n'est-ce pas, jouent, s'est aperçu que s'il voulait fonder une nouvelle monarchie, elle ne pouvait l'être que par le rassemblement des Français. Et pour rassembler les Français, il fallait atténuer ce vif vent d'anticléricalisme qui n'était pas dans la nature même de la société française. Et donc, le tournant a été pris progressivement. Et vers 1835-1837, la monarchie de Juillet a cessé sa vivacité d'anticléricalisme et a cherché à réconcilier les Français avec une idée très pacifiée de la religion. Il faut dire pourquoi cette transformation, disons, politique du régime. C'est parce que la période a correspondu à un regain, l'attachement de l'opinion aux choses religieuses. Il y a pendant cette période qu'on pourrait considérer un peu comme laïque de la monarchie de Juillet, comme égoïste, si on veut, de la bourgeoisie au pouvoir qui essaye de
qu'améliorer ses intérêts, eh bien, il y a aussi une période d'extrême intensité religieuse dans la foi, dans les prédicateurs, dans les canonisations, dans les constructions d'églises, c'est un renouveau du catholicisme. Et voilà une des forces à l'œuvre. Mais elle va s'effondrer en 1848, cette force à l'œuvre, et puis elle va ressurgir assez rapidement, puisque après, le même mouvement d'anticléricalisme ne connaîtra pas de renaissance sous le Second Empire. Alors je reviens sur... malgré tout, sur la pérennité du régime. Vous écrivez, après une fondation aussi mouvementée et avec une légitimité aussi frêle, la monarchie de Juillet aurait pu rapidement s'effondrer. Quels sont les éléments qui permettent, au fond, au ressort de ne pas casser, comme il a cassé, encore une fois, sous la Révolution française, avec cette fuite en avant qui est décrite par les de Metz jusqu'à Max